Salut Insaf, comment ça va? Salut Aïcha, ça va et toi? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation à participer au podcast Réinvention. Avec plaisir. On va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? Où est-ce que tu as grandi et où est-ce que tu vis aujourd'hui? Ça marche. J'ai 33 ans, j'ai grandi au Maroc, à Rabat, et aujourd'hui je vis à Dubaï. Voilà. Et alors, quand tu repenses à la petite Insaf à Rabat, de quoi rêvais-tu à l'époque? Hem, c'est marrant, mais en fait, j'ai rêvé vraiment de partir à l'étranger faire mes études, hem et mes profs de lycée me disaient: «Mais est-ce que tu es née avec une petite tour Eiffel?» parce qu'au moment de faire mes vœux, en fait, j'avais mis que des options sur Paris et c'est vrai que depuis très jeune, c'est-à-dire, je pense depuis, voilà, CM2, 6e, j'avais une vision très claire de ce que je voulais faire et c'était sûr que je voulais aller à Paris, pour voilà faire mes études et vivre un certain temps. Donc ouais, quand je repense à cette petite INSAF, elle avait déjà les idées très claires, en fait et et peut-être aussi qu'elle a dû grandir trop vite pour son âge, du coup. Ouais, et ça a impacté, tu penses, ta clarté? Ouais, en fait, je pense que ce que ça a impacté, c'est que, j'ai toujours eu les idées assez claires. Peut-être que ces dernières années, je me suis plus posé de questions, si tu veux et voilà, jusqu'à la trentaine, enfin, j'ai toujours su où j'allais, je savais ce que je voulais faire, je suis assez décisive aussi, donc quand je prends une décision, je reviens pas dessus et je me pose Mmh. pas forcément la question est-ce que c'est la bonne chose à faire, juste je le fais. Donc c'est pas forcément bien ou pas bien, mais c'est un peu comme ça que je raisonne. Hem, Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, mais en tous les cas, oui, c'est sûr que ça a conditionné mon système nerveux, en tout cas. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as un souvenir de, l'idée que tu te faisais du succès professionnel, peut-être d'un métier, Alors j'étais très jeune, donc je voyais pas forcément horizon métier, mais je Ouais. voyais horizon études supérieures. Je voulais faire une classe prépa, grandes écoles, je voulais faire une école de commerce, ce que j'ai fait. Et je voulais travailler dans la communication. C'était assez abstrait, mais je savais que c'était ce que je voulais faire. C'est ce que j'ai fait aussi. Par contre, il y a plein de choses qui se sont passées que j'aurais pas imaginées, parce que déjà à l'époque, ça existait pas forcément, mais on va dire que rien n'est non plus extraordinaire par rapport à la personne que j'étais. C'est-à-dire que, heu j'ai toujours aimé, par exemple, faire des collages, écrire. J'avais énormément de cahiers, de classeurs. Je faisais des montages, des collages, des posters dans ma chambre. Vraiment, je coupais, je collais, et cetera. Bah, aujourd'hui, si tu veux, le parallèle, c'est, tout ce qui est editing, vidéo editing, content creation. C'est quelque chose qui a toujours été là. J'adorais le partage. J'avais des skyblogs à l'époque. Ouais. Hem Et puis même au sein, on va dire, de mon cercle, de mes amis, j'ai toujours été une personne qui partage, beaucoup, qui n'est pas du tout influençable, mais qui influençait pas mal. Donc bon, il y a des choses qui se retrouvent, qui se recoupent. Mais oui, j'avais pas forcément une idée de succès, mais c'est juste que je savais que j'allais réussir parce que j'avais pas vraiment le choix, en fait. I needed to et je pense que mon père en particulier m'a beaucoup poussée dans cette voie. Et donc, tu arrives à Paris, tu fais ta classe prépa, tu fais une école de Ouais, commerce ensuite. ouais. À quel moment est-ce que tu lances, ton blog? Est-ce que c'est pendant ces années Hem, d'études ou plus tard? non, c'est plus enfin si, si, c'est pendant mes années d'études, mais clairement pas en prépa, j'avais pas le temps, je savais même pas ce que c'était et puis à l'époque, non, non, à l'époque, j'étais concentrée sur mes études, bien que j'ai refait quand même ma deuxième année, donc j'ai cubé. C'était mon premier échec scolaire, let's say. En tout cas, je l'avais vraiment pas bien vécu, mais bon, dans le cadre d'une prépa, c'est quelque chose qui se fait souvent, mais voilà, quand tu te Ouais, t'avais définis beaucoup pas par tes études, imaginé non, t'avais pas imaginé le vivre. non, ah non, Je non, vois ce que tu veux franchement dire, non, ouais. du tout, Et mais c'est comment tu bien le ça. traverses justement ce 1er Ah, je échec entre l'ai guillemets? très mal traversé, to be honest. Bon, j'ai quand même un peu mérité dans le sens où, ma deuxième année de mes 2 premières années, je travaillais mais pas assez bien, on va dire. Je travaillais beaucoup en quantité mais pas bien en qualité et puis c'était mes 2 premières années à Paris. Donc même si tous mes amis étaient en classe prépa,
voilà, j'avais quand même envie de profiter, donc bon, je sortais pas et cetera parce que j'étais en prépa, mais je sais pas, c'était quand même, je pense que j'ai pas donné le meilleur de ce que je pouvais et en prépa, ça suffit pas de juste, bricoler. Enfin, ça pouvait suffire sur certaines matières, mais ma plus grande mon plus gros problème dans la vie, c'était les maths et Mmh. les maths constituaient, même en prépa éco, une partie énorme. I feel you. I know. Donc du coup, voilà, même si j'avais beau être excellente dans les autres matières, ça pouvait pas compenser et donc bon, quand j'ai raté, enfin, en fait, j'ai pas raté, mais j'ai pas eu les écoles que je voulais, mais bon, ce qui pour moi a été un ratage complet, bah, je l'ai mal vécu, mais d'un autre côté, j'ai pas ressenti d'injustice dans le sens où, voilà, il y a juste pas eu de petit coup de boost, ce qui est normal en Mmh. prépa, mais j'avais envie de complètement quitter, la prépa. Donc j'avais postulé dans des facs, j'allais carrément partir à Lille. J'avais été acceptée et cetera et finalement, avec ma meilleure amie qui était en prépa aussi, qui allait QB aussi, il y avait une nouvelle prépa qui avait ouvert à Paris à l'époque et on s'était dit: «Bon, bah, on va tenter». C'était une prépa privée avec un super directeur, qui était à l'époque à Saint-Jean-de-Douai, qui était genre la première prépa de France et tout et on a passé les entretiens dans cette prépa. Ce qui est marrant, c'est que cette prépa, ils prenaient vraiment que ben, des personnes, admissibles, enfin dans les 6 premières et cetera à l'époque et c'était pas Mmh. du tout notre cas. Genre, moi j'étais même pas admissible, aux 2 meilleures écrits com, bref et je sais Mmh. pas pourquoi, il nous a pris quand même et donc on s'est dit: «Bon vas-y, c'est un signe, on reste» et là par C'est le contre, coup de pouce. c'était différent. Non, mais c'était Mmh. différent parce que là, j'ai travaillé comme une ouf, j'étais concentrée sur ça aussi, j'avais enlevé un peu toutes les distractions et les personnes toxiques de l'époque, Mmh. on va Mmh. dire et donc bon, ça a c'était bien, c'était une bonne année. Est-ce Voilà. que ça a planté, les petites graines de la discipline, d'INSAF aujourd'hui? Franchement, j'ai toujours été disciplinée. Je veux dire, si je suis très honnête, j'ai toujours été disciplinée. Même petite, j'ai toujours été dans le respect des règles et cetera. C'est vrai que la prépa, ça t'apprend ça t'apprend un niveau de discipline, mais surtout de résilience que tu je sais pas si tu Mmh. l'apprends ailleurs, honnêtement. Mais c'est beaucoup de concentration, des heures de travail longues, peu de sommeil, beaucoup de stress, beaucoup de pression. J'ai fini d'ailleurs avec une petite maladie. Donc bon, c'est des choses effectivement qui ont planté la graine peut-être de la de la INSAF qui se dit jamais que c'est trop pour elle. C'est-à-dire que Mmh. j'ai maintenant je le fais mieux, mais pendant longtemps, je pensais que je pouvais voilà, juste aller très, 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 très loin parce que tu peux jamais dire que ça va pas en prépa, donc voilà, tu continues. Mmh. Tu stresses d'être malade en prépa. Tu te dis que c'est potentiellement des jours ou des heures, que tu vas rater et tout, donc ouais, c'est un Mmh. mindset qui est spécial quand même. Et donc, tu intègres une école de commerce et c'est là où tu lances ton blog, c'est ça? Ouais, alors en fait, j'intègre une école de commerce et j'étais pas contente de mon intégration, to be honest. Mais bon, je réussis quand même à faire, un stage où je veux, chez Havas, qui était une super agence de com. À l'époque, je pense encore aujourd'hui. En tous les cas, à ce moment-là, je décide d'ouvrir mon blog, de commencer mon blog. Ouais, c'est à ce moment-là, c'était en 2014. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que tu avais envie de partager à travers, ce blog? Alors, à la base, mon blog, je l'ai vraiment créé parce que j'avais envie de partager ma passion pour la mode et pour Paris. Voilà, j'étais une amoureuse de Paris, je vivais ma meilleure vie, vraiment, j'étais trop heureuse à Paris. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de personnes, mais moi, j'ai adoré mes années à Paris. Je me sentais tout le temps juste hyper grateful de voir la Tour Eiffel tous les jours. Bon, bien sûr, j'ai eu des périodes où j'étais, vraiment dans le mal parce qu'il faisait froid et tout, mais globalement, j'aimais beaucoup et donc je voulais partager un peu mes coins, quoi, dans Paris, avec la mode. J'étais étudiante à l'époque, donc j'avais des budgets rikiki, mais voilà, je voulais montrer que bah, tu pouvais quand même, t'en sortir comme ça. Mais je voulais toujours rester authentique, c'est-à-dire qu'à l'époque, où je me suis lancée, il y avait énormément de enfin, pas énormément, il y avait pas mal de filles qui se lançaient aussi et souvent les filles, elles voulaient avoir du contenu hyper parfait, hem, avec, tu elles allaient emprunter des vêtements de des marques et tout. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup ou même de leurs copines pour
toujours avoir des looks différents, avoir des belles pièces, avoir du contenu un peu édito. Hem et en fait, c'est pas quelque chose qui me parlait parce que je me disais: «Mais en fait, avec ce qu'on a en argent en étant étudiante, tu peux pas du tout t'offrir ces choses-là» et Mmh. donc j'avais toujours cette volonté de rester vraie, de rester proche, de ma communauté à l'époque, si tu veux appeler ça comme ça. Mais oui, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, même si par contre, bien évidemment, à l'époque, tu faisais des shoots et tout, donc tu shootais avec des photographes Ouais. et je mettais tout mon argent dedans. Je passais mes week-ends là-dedans. C'est là aussi où, si tu veux, c'était une forme de discipline. C'est-à-dire que moi, je me levais tôt le matin, j'allais faire mes shoots, parfois 3 looks dans le froid à Paris. Je revenais, je rédigeais mes articles et ensuite, j'allais bruncher, je voyais mes amis, je voyais mon copain qui est mon mari aujourd'hui, donc c'était Mmh. aussi, une sorte de discipline et une sorte de vie à 1000 à l'heure et aussi de la pluridisciplinaire, enfin voilà, je Mmh. faisais toujours beaucoup de choses, quoi. J'avais pas juste un j'ai toujours eu plusieurs activités en parallèle. Ensuite, tu rentres dans le monde du travail à Paris ou directement à Non, Dubaï? non, non. En fait, je fais mes 2 années d'alternance. Avant ça, je fais un échange à Buenos Aires et cetera et en fait, quand je finis mon alternance, j'étais en com chez SNCF, et je commence à chercher du travail et je me rends compte que dans mon milieu, en fait, on est très mal payé, pour un profil comme le mien. Donc on commence avec, mon mari à se dire: «Bon, peut-être que c'est le moment de partir». Lui, il voulait partir de Paris. Lui, il aimait pas Paris, il était resté plutôt pour moi. Heu, Moi, j'adorais, donc j'avais pas spécialement envie de partir, mais c'est clair que j'étais pas prête à sacrifier, mon salaire ou ma carrière. Non pas parce que, voilà, c'est de la prétention, mais c'est juste parce que j'estimais qu'avec, les études que j'avais fait, avec mon école et cetera, bah, je pouvais pas être rémunérée, à ce qu'on me Mmh. proposait. Donc j'ai commencé à postuler. À l'époque, notre, choix numéro un, c'était Singapour. Et j'ai eu des offres à Singapour, mais à l'époque, c'était très difficile d'avoir ses papiers pour aller à Singapour parce qu'il commençait à avoir une réforme, de politique d'immigration étrangère et cetera. Bah, du coup, on s'est dit: «Why not Dubaï?» mais en toute transparence, on se disait qu'on y resterait 2 ans et qu'ensuite on irait faire un tour du monde et qu'on reviendrait à Paris et la raison était motivée uniquement par le travail. On pensait pas du tout qu'on allait aimer cette ville. Voilà, j'ai eu, une opportunité à Dubaï, heu, qui correspondait à mes attentes et mon mari pouvait juste, être, muté parce que sa boîte opérait aussi à Dubaï. Donc c'est comme ça qu'on Mmh. est partis à Dubaï. Donc mon premier CDI, c'était à Dubaï. Dans quel état d'esprit tu es, bah, en rentrant dans le monde du travail? Alors c'est très marrant parce que mon parcours est particulier, parce que j'arrive à Dubaï, c'est une nouvelle ville, je suis super contente d'être là, l'état d'esprit c'est, je suis là pour tout déchirer. Genre, Let's je go. bossais à fond, bah oui, j'aimais trop, enfin en fait, sincèrement, j'ai la chance que j'ai, ou je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, c'est que comme j'ai toujours su ce que je voulais faire, j'ai jamais fait des choses par défaut. Donc, mon environnement me poussait à faire de la finance ou du conseil. C'est-à-dire que dans tous mes amis, j'étais la seule qui travaillait en communication, de tous. Mmh. Vraiment, garçons ou filles se sont tous forcés à faire de la finance ou du conseil. Je dis forcés parce que, allez, il y en a 2 qui étaient passionnés par ça, parce que c'est ce qui te permet d'avoir les meilleurs salaires, parce que c'est la voie royale et cetera. Ben, moi, c'était pas du tout mon envie et j'étais sûre de moi, même si je savais que j'allais être beaucoup moins payée. Mais du coup, j'ai toujours été hyper passionnée par mon travail, je l'ai jamais vécu comme un burden. Mmh. Donc franchement, j'étais dans un super mindset. Sauf que quand j'arrive, je me rappelle, il y a 2 choses qui se sont passées. On m'a annoncé que le client pour lequel j'allais travailler, parce que j'étais en agence de com, c'est Heineken et Mmh. donc j'étais là en mode: «Cool», voilà, je Il y suis avait très un religieuse conflit de et valeurs. voilà, j'étais là en mode: «Mais c'est impossible que j'aide, une marque d'alcool à être promue», de un et ensuite le deuxième, mais ce qui ça c'était ma première impression et juste après, j'apprends que je suis enceinte, ce qui était pas du tout dans les plans. J'étais sous stérilet et tout, donc c'était pas du tout, du tout une option dans ma tête ou même une idée, enfin bref.
Donc si tu veux, le fait d'être enceinte a pris le dessus sur le Heineken parce que j'ai appris au bout d'une semaine de travail que j'étais enceinte, donc il a fallu que je l'annonce à mon employeur. Faut rappeler que je suis junior, que je viens d'arriver, enfin je suis sur un siège éjectable, concrètement. Ouais. Ici, En et en plus, voilà, c'est à un marché Dubaï, du travail, relativement particulier, quoi. ouais, écoute, c'est un marché du travail qui est hyper flexible, donc il y a pas enfin CDI ou pas CDI, tu es sur un siège Ouais. éjectable. Donc bah, j'ai dû l'annoncer à mes employeurs, en même temps que je devais processer mes émotions et tout. Bon, c'était pas facile, parce que voilà, tout change d'un coup, ta ville, ta situation, ton emploi. Hem, mais ils ont été adorables, ils ont été super, mais d'un autre côté, j'ai justement, j'avais ce besoin de surcompenser. C'est-à-dire que comme je me sentais hyper coupable, ben, d'être enceinte et que j'avais peur qu'ils croient que ça voulait dire que j'allais moins performer ou quoi, bah, je bossais 3 fois plus, même si j'étais vraiment dans le mal, surtout les 3 premiers mois et Mmh. voilà. Mmh. Donc l'état d'esprit n'a pas changé, mais c'était beaucoup plus difficile que prévu. Ouais. Et alors, tu deviens maman aussi Ouais. et est-ce que, donc ta première maternité, est-ce qu'elle change ton rapport au travail? En plus, tu deviens maman relativement vite, 9 mois Et après. jeune, franchement, Ouais. je sais pas si en tout cas pour moi, c'était vraiment jeune et j'avais 26 ans quand j'ai accouché. Ça faisait 1 an que enfin, on venait de se marier, on s'était mariés en novembre et je suis tombée enceinte du coup en décembre, fin décembre et donc bon, c'était archi rapide, c'était pas du tout dans mes plans. Moi, je comptais pas tomber enceinte avant 30 ans, juste pour Mmh donner le mh. contexte à ceux qui nous écoutent Ouais, les et les même, événements se bousculent alors, de ouais manière, et inattendue. p ouais et sincèrement, je m'étais pas encore posé la question de si je voulais être un jour maman. Donc bon, OK. c'est c'était c'était un gros, gros choc émotionnel pour moi. Pour mon mari, moins bizarrement, enfin, bien sûr, il était choqué, mais il était beaucoup plus enthousiaste, que moi, faut dire ce qui est. En Mmh. tous les cas, donc je deviens maman effectivement, et au début, je suis toujours dans le même mindset. C'est-à-dire que mon premier réflexe, c'est de me dire: «OK, tu maman, mais ça veut pas dire que ta vie va changer». Donc je suis retournée au travail très vite, j'ai repris un rythme effréné. Bien sûr, mon employeur en profitait parce que bon, quand tu poses pas tes limites, il y a personne qui va les poser pour toi. Mais petit à petit, ça devenait trop, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de démissions dans l'équipe, donc je prenais, toutes les responsabilités. Je commençais à devenir senior sur le papier, mais il y a rien qui changeait, ni mon salaire, ni mon grade. Donc à un bout d'un moment, je me dis: «Bon, et là, ça boucle pas» et même mon mari me dit: «Non mais attends, hein, tu bosses les week-ends, tu bosses les nuits, à la limite, si tu bien payé, je veux dire, pas de problème, mais c'est pas le cas». Donc bon, je commence à être un peu embêtée, donc j'en parle à mon employeur qui me dit: «Oui, c'est vrai, tu as raison», mais qui me laisse traîner, traîner, traîner. J'avais une boss exceptionnelle qui était de mon côté, mais au niveau plus haut, ça traînait. Puis ils arrêtaient pas d'essayer aussi de me manipuler en mode: mais tu encore jeune». Bah, si je suis encore Mmh. jeune, alors pourquoi tu m'envoies pitcher? Mmh. C'est facile, tu vois? Enfin bref, donc au bout d'un moment, je me fais et puis au bout d'un moment, je pense après 8 mois, ouais, quand Heidi avait 8, 9 mois, je me dis: «Bon», il sort en fait de l'âge un peu bébé, il commence à interagir et là je me dis: «Bon, j'ai besoin d'être plus là», donc clairement. Je me sentais tout le temps coupable, tout le temps mal, mais d'un autre côté, je me sentais coupable parce que je voulais travailler, mais d'un autre côté, je me sentais coupable parce que j'étais explosée, enfin bref, j'étais partout et nulle part en même temps. Hem et donc en temps, j'étais là pour mon fils, mais j'avais pas l'impression d'être présente, en vraiment présente. Donc du coup, voilà, j'ai décidé que le rythme me convenait plus et comme les planètes s'alignent souvent, au même moment, j'ai été chassée par, Charlotte Tilbury. Hem et donc ouais, je suis passée côté annonceur à ce moment-là, je crois, ouais, c'était à ce moment-là. Et ça a l'air, en tout cas sur le papier, d'être le dream job quand même, Ah ouais, c'était mon dream job. Honestly, c'était mon dream job, marque de cosmétiques archi girly, super successful. En plus, à l'époque, c'était encore un peu en mode start-up, donc j'avais des responsabilités de ouf. Je m'occupais de toute la partie digitale pour toute la région, donc Koweït, Qatar, UAE. Hem
et c'était ouf, je faisais tout, j'avais des business trips, enfin moi à l'époque, j'étais là en mode: «Waouh, c'est ouf» et Mmh puis surtout, j'ai mis mes limites dès le départ. J'ai passé 8 rounds d'entretien avec eux, c'était un process qui était super long. J'ai été recrutée par la GM de l'époque, donc heu, c'était cool pour quelqu'un qui avait 27 ans d'avoir, autant de responsabilités, sachant que j'avais 1 an et 8 mois dans le salariat, donc c'est ça aussi qui était incroyable à Dubaï à l'époque, c'est que tu pouvais prétendre à des postes que j'aurais pas pu rêver avoir, à Paris, même après mh. peut-être 6 ou 7 ans d'expérience. Donc c'était génial. Je passais aussi pas mal de temps à Londres, mais c'est juste que j'avais été très claire dès le début. J'avais dit: «Voilà, j'ai un enfant en bas âge, je veux pas le sacrifier. Moi, à partir de 6 heures, personne me parle. Les week-ends, c'est mort. Mes vacances, je veux que personne m'appelle». Enfin, j'ai vraiment tout dit et ils étaient alignés avec ça, même si c'était pas la culture de la boîte. C'est-à-dire que les gens travaillaient énormément et tout. Mais en fait, tant que tu délivrais et que tu avais des bonnes évaluations, tu étais quand même évalué tous les 6 mois et tes bonus étaient indexés, en fonction. Donc Mmh. tant que tu performais, il y avait pas de problème. Donc oui, là, franchement, c'était un super setup. J'ai adoré mon travail chez Charlotte Tilbury. Et pourtant, j'ai envie de dire, tu Ouais, décides de créer donc l'IB Academy. Comment est-ce exact. que vient cette idée déjà? Franchement, c'est assez dingue parce que moi, j'ai jamais dit: «Je serai entrepreneur, le salariat, ça t'enferme». Enfin, j'ai jamais eu ce type de discours. Moi, au contraire, je disais: «Moi, j'adore le salariat. Je trouve que c'est stable, c'est confortable, dans le sens où, tu pas à te casser la tête, tu as un salaire qui tombe tous les mois, tu évolues. En même temps, je trouve que quand tu as un job qui te passionne, tu progresses. C'est faux de dire que tu progresses pas. Tu Mmh. progresses, tu as tes avantages, Ce qui s'est juste passé, c'est que bon, déjà moi, j'ai toujours eu l'influence à côté de mes activités salariales. L'influence se développait de plus en plus et quand j'étais chez Charlotte Tilbury, je commençais à gagner autant de l'influence que de ce que je gagnais, chez Charlotte Tilbury. Donc déjà, j'ai commencé à quand même à me dire: «Bon, j'y passe pas énormément de temps», mais j'étais très régulière, c'est-à-dire que je postais quand même tous les jours et cetera malgré mon job et pourtant voilà, ça fonctionne. Ensuite, il y a eu Covid et pendant Covid, comme on était chez nous, j'ai mis plus de temps sur l'influence et c'est là où mon compte a un peu explosé, on va dire. Et donc je commençais aussi à avoir, pas mal d'opportunités, et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des gens qui spontanément me contactaient pour me dire: Est-ce que je peux faire du consulting avec toi? Est-ce que tu peux me faire une strat?» et cetera, ce qui était mon métier. Je me suis dit: «Bon, OK» et donc un jour, sur un coup de tête, c'était en décembre, il y avait mon frère, à Dubaï. J'ai mis une story, j'ai dit: «Voilà, en parallèle de mon travail, je donne des formations et je fais des stratégies pour certains clients. Voilà, me contacter en DM s'y intéresser». Juste comme ça, vraiment story, spontanée, rien, ni queue ni tête. Je reçois vraiment beaucoup de demandes. Je me dis: «Bon, OK». Donc après je draft en fait je commence à drafter des programmes de formation. Je les poste, fully booked en 2 heures. Je me dis: «Oh, Mmh. c'est ouf, maintenant faut délivrer». Et à côté, j'ai commencé à avoir mes premiers clients strat, donc je commençais à avoir 2 3 clients par mois, mais sans faire d'efforts. C'est-à-dire, c'est juste du bouche à oreille. Donc après, ça devenait difficile parce que ce que je faisais, c'est que je travaillais, chez Charlotte Tilbury la semaine, je faisais les formations le week-end, je devais travailler en parallèle de tout ça sur mes strats, plus l'influence, genre ça devenait vraiment énorme et donc bah, à un moment, je me dis: «Ça marche plus». J'étais en burn-out. Mais malgré ça, je voulais pas lâcher mon travail parce que je l'aimais et Mmh. j'avais vraiment trop peur de faire le mauvais move. Je venais d'être promue à l'époque en plus et Mmh. je suis passée de digital à media manager, donc je gérais tous les supports. C'était trop intéressant. On était sur une super lancée, on avait inversé la courbe, la marque, avait une super croissance. Donc bon, c'était pas le bon moment de quitter. C'est-à-dire que la marque Et était pas en ouais. déclin, enfin, c'était dur de prendre cette Mmh. décision. Comment tu ressens, ce burn-out? En fait, je suis en mode pilote automatique. C'est-à-dire que j'enchaîne les tâches dans ma vie, dans mon travail, mais il y a plus aucun je suis anesthésiée, j'ai plus d'émotions. C'est-à-dire que je suis tellement fatiguée que je dis même plus que je suis fatiguée, juste j'avance, 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 j'avance. J'avance, j'avance, genre
j'ai et c et en fait, moi, je peux rester comme ça. C'est-à-dire, mode, pilote automatique, je peux rester Mmh, longtemps comme ça. Donc, à l'époque, j'avais pas encore fait de travail sur moi et cetera pour savoir, mais voilà, j'ai été comme ça. C'est mon mari qui un jour me dit: «Écoute, heu, tu prends une décision. Soit tu restes chez Charlotte Tilbury, tu éteins tout le reste, soit tu fais le reste et tu éteins Charlotte Tilbury, mais ça peut plus durer». Je dis: «Oui, mais bon», il venait de se lancer à son compte aussi, hein. Au même moment, il dit: «Ouais, mais bon, tous les 2 à notre compte, c'est difficile». Il me dit: «T'inquiète, je te soutiens, ça va bien se passer. S'il y a un problème, je serai là pour gérer». Mais c'est dur quand même, je veux dire, mmh. et sachant que lui, il s'est lancé dans une start-up, ou qui enfin, il avait besoin d'un gros capital, donc il avait mis toutes ses économies. C'était pas le même modèle que moi. Donc je me sentais quand même mal de rajouter ce stress, supplémentaire. Mais Ouais. bon, du coup, j'ai décidé de démissionner, heu, mais voilà, même en parlant maintenant, je il y a des moments où je suis quand même nostalgique, c'était pas facile comme décision à prendre, to be honest, c'était pas facile, mais bon, on n'a qu'une vie, je me disais que au pire, si je veux retourner, je retournerai, ils étaient super. Ils ont une réaction superbe. C'est ça qui a fait pencher la balance, sur, sur le fait de, bah, de tenter l'entrepreneuriat. C'est que tu te disais: «Je peux revenir au salariat». Ouais, oui, oui, parce que ça y est, j'ai un CV qui est quand même pas mal. Je me disais: «Voilà, je me donne un an, si en un an ça marche pas, j'y retourne». C'est quoi la peur que tu as, à ce moment-là? Trop de peur, j'avais peur de manquer. Donc du coup, j'ai commencé à tout accepter, tout, tous les projets, toutes les strates. Je voulais pas faire, moi, de modèle agence, je voulais pas faire de créa de contenu, je voulais faire que de la strat. J'ai commencé à dire: «OK» pour de la créa de contenu, alors que c'est pas du tout un modèle que j'aime. Parce que j'avais peur de manquer. Et en fait, quand tu ouvres en fait, enfin quand tu appelles enfin pas l'énergie, mais quand tu appelles l'abondance, ça arrive, tu vois? Donc Mmh. et ça venait de partout, donc c'était plus du tout une peur, après ça s'est transformé en: «Mais en fait, pourquoi j'ai fait tout ça?» J'ai pas fait tout ça pour me retrouver dans un modèle où je retravaille nuit et jour, j'ai pas le temps pour mon fils et cetera. Donc je me retrouvais à reproduire le même schéma, même si j'étais pas salariée, et en fait, c'est ce que j'essaie aussi d'expliquer aux gens aujourd'hui, c'est que si tu ne travailles pas sur toi, tu continueras toujours à reproduire same patterns, no matter how much you switch your situation. Donc en fait, c'est aussi à ce moment-là que je décide, d'entamer, une thérapie. Ben, pour travailler sur moi, alors qu'à la base, je pensais pas du tout que ça allait être ça les zones de travail, mais tout Ouais. est lié. Donc oui, c'est ça qui se passait, c'est que je me retrouvais toujours dans des situations où je démultiplie les activités, mon cerveau est dispersé, donc au début, je suis à fond partout, mais ça va jamais durer plus que 8 mois parce que c'est pas possible. Enfin, Mmh. c'est physiquement pas possible, mentalement pas possible. Donc Ouais, voilà. et ton rappel, c'est, est-ce que c'est justement ce mode de pilotage automatique dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça, ce ra ton rappel à chaque fois, sur le fait que c'est pas une situation sustainable, ou c'est autre chose? Il y a plusieurs boussoles, mais on va dire que ça, c'est un pattern que j'observe maintenant. Le deuxième pattern, bien sûr, et peut-être c'est le premier, même, c'est mon fils. C'est-à-dire qu'un enfant, tu le vois dans ses comportements quand il manque, d'attention, de temps avec ses parents, qualitatif, je Quand parle, son bien évidemment, réservoir n'est pas rempli? quand son réservoir n'est pas rempli. Et Mmh. quand j'observe ça, mais que ça m'irrite, parce que mon réservoir n'est pas rempli et que je n'ai pas quoi lui donner, je sais que ça va pas du tout. Donc je dirais que oui, c'est plutôt ça. Ça, c'est en un. Après, il y a aussi mon mari, tu vois? On se connaît maintenant, on est capable de se dire, «Ça va pas là». Mmh. Mais on est un peu pareil. Ah bon, donc pas au début aussi, enfin avant de travailler sur nous-mêmes, lui aussi, on était comme ça, c'est-à-dire qu'on est comme ça un peu, dans notre façon de fonctionner. Mais, petit à petit, on a changé, enfin on essaye. Donc ouais, il y a ces deux variables-là qui font que tu te dis, ça peut pas durer comme ça, et puis aussi après tu apprends que c'est de la peur aussi, c'est out of fear que tu démultiplies, les activités. C'est parce que tu as peur de put your eggs on the same basket et te retrouver sans rien. C'est la Mmh mh. réalité. Mmh. Et c'est normal, je pense, dans un chemin,
Au début, quand tu te lances à ton compte, de te dire, «Je préfère diversifier et tout». Après, tu prends plus confiance, ta situation financière, elle est aussi meilleure, donc tu peux te permettre plus de risques et à ce moment-là, tu te dis et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec le Glow Squat: «Non». J'ai appris à dire non, en fait et dire non, c'est dur pour moi. C'est dur, dans la vie, c'est dur avec mes amis, c'est dur dans le travail. C'est-à-dire, il y a 2 jours, j'ai reçu, une super offre chez Louis Vuitton pour, travailler, sur la partie réseaux sociaux digital. Super poste, mais j'ai dit non. Mmh. Peut-être qu'avant j'aurais dit: «Ah, tu sais quoi? Vas-y, juste fais les entretiens, on sait jamais». Il y a 2 semaines, j'ai reçu une super offre, enfin une super opportunité de faire enfin de faire toute la brand identity d'un CEO d'une super boîte. J'ai dit non. Avant, j'aurais dit: «Oui, c'est pas grave, squeeze Mmh. it in, ça va, serre les dents». Et en fait, mais je veux pas que les gens qui nous écoutent se disent, enfin, si j'ai 25 ans, je le referai parce que it's the time where I need to do it. Mais maintenant, avec 2 enfants, avec, presque, 10 ans, de carrière, on va dire, non. Parce que, je sais elles Mmh. sont mes priorités. Je sais que quand tu mets ton énergie à 100 dans quelque chose, ça porte plus de fruits et j'ai aussi les moyens, je mets des gros guillemets, de prendre ces risques-là. Donc heu donc c'est des situations qui sont différentes et je pense qu'il y a un temps pour tout. À quel moment est-ce que tu te dis, «Bah, là, l'académie, Ça marche plus. ça marche plus»? Alors il y a plein de gens d'ailleurs qui croient que j'ai arrêté parce que ça marchait pas. En fait, c'est ceci seulement. Ça m'aurait facilité les choses parce que je trouve que c'est plus facile d'arrêter quelque chose qui marche pas. Justement, ça marchait. Par contre, je voulais vraiment enfin, ça marchait, mais c'était dans un modèle d'infoprenariat. C'est-à-dire que j'étais, employée de moi-même. C'est un peu ce que je décris. C'est que les patterns de salariat, c'est juste que tu es ton propre boss. Je vendais mon temps, donc le système de IB Academy, c'était, des heures de formation en groupe, mais quand même 1 heure de one to one par semaine sur des cohortes qui étaient, de 10 personnes par mois. Donc ça te fait quand même 10 heures par semaine de one to one plus, Mmh. je faisais que 2-3 formations par semaine, donc autour de 4-5 heures de formation par semaine. Donc ça te fait déjà, 16 heures juste de temps bloqué où tu es devant ton ordi à faire du conseil, enfin à fai à ou à former, plus, le temps pour préparer les supports parce que les réseaux sociaux, c'est pas comme tous les autres domaines, ça change tout le temps. Donc je devais tout le temps updater mes supports, faire l'acquisition de ça parce que ça avait quand même un coût et un panier moyen qui était élevé, donc fallait acquérir les gens. Donc c'était du contenu sur les réseaux sociaux, sur un compte, à part qui était IB Academy, qui existe encore aujourd'hui, mais qui n'a rien à voir avec mon compte, de base, Insarveis. Donc tout ça et en parallèle, je devais continuer mon influence. Donc j'avais pas le temps matériel de faire plus que ce que je faisais, donc je ne faisais pas grandir mon business. Pour le Mmh. scaler, il aurait fallu changer de modèle, il fallait passer sur du e-learning, enfin, j'avais le plan de ce qu'il fallait faire, mais pas l'envie. Voilà, Mmh. pas l'envie. Donc j'arrive à un moment où je me dis: «Bon, soit tu put the energy on and you scale it, or you give it the chance to scale, at least we try, or you drop it et tu fais quelque chose qui te convient plus». Mmh. J'ai décidé Et de le alors drop. est-ce que c'est facile aussi, ou comment tu l'as vécu en tout cas, le fait d'abandonner quelque chose, bah, que tu as créé et tu as bossé quoi, en l'occurrence et c'est ce que tu nous racontes. Donc comment se fait cette, décision de «laisser tomber» entre guillemets, tu vois? Et ça s'est fait tout seul parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc j'étais dessus, je suis allée à Bali, j'ai fait un voyage à Bali en décembre 2023, j'avais 2 enfants. Ma petite avait 5 mois. Ce voyage a eu un grand tournant dans ma vie parce que, en fait, pendant ce voyage, je réalise que j'ai toujours eu quelque chose à prouver par mon travail. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu être, excellente et cetera parce que j'avais besoin, d'être reconnue pour ça, avec moi-même, avec mes parents, avec, mon entourage. J'étais attachée à cette image d'excellence, mais à Bali, je me suis dit: «En fait, le travail doit être au service de mon bien-être. C'est pas mon bien-être qui doit être au service de mon travail». C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais déjà très healthy, mais je me retrouvais toujours à genre oui, je faisais tout, je mangeais bien, je faisais mon sport tous les jours, je faisais tout,
mais dans une optique de checklist. Je me sentais pas présente dans tout ce que je faisais. Et voilà, pendant ce voyage, justement, je goûte à la pleine présence, je goûte à ce que c'est que de travailler, mais de façon tranquille, enfin, sans juxtaposer les choses. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, en plus de IB Academy, je faisais du freelance en start-up, en l'occurrence pour la start-up de mon mari. Je travaillais pas avec mon mari directement, je travaillais avec son co-founder sur toute la partie growth et marketing. Donc bon, j'étais quand même à mi-temps avec eux. Je faisais pas mal de direction artistique de shoot. Je gérais toute la library de contenu pour les ads. C'était un travail monstre. En plus de IB Academy. Encore une fois, vas-y, je vais diversifier. Ça me fait un income stable. Donc bon, à ce moment-là, à Bali, je décide déjà, je prends ma première décision, c'est de démissionner de ce job-là. Mmh. Mmh. Parce que je me rends compte que ça y est, ça marche plus de tout paralléliser pour moi. Je me dis, soit tu décides d'aller avec eux à 100% en full time, tu prends une position de senior manager, tu gères ton département, genre tu fais un vrai truc où tu grandis. À Bali, j'ai ressenti ce besoin de growth. Ça y est, j'en ai marre Mmh. d'être freelance qui fait un peu tout. Je veux grandir. Donc je me dis, ça c'est la première voie, c'est une voie possible, ne l'écarte pas. Deuxième voie, tu fais IB à fond. Donc tu scales, tu trucs et tout. Troisième voie, tu dégages tout ça et tu fais autre chose. Au début, je suis plutôt partie sur l'option 2. Donc, je reviens de Bali et là, ça devient très difficile pour moi de travailler, d'ouvrir juste mon laptop. Enfin, je vois du coup les patterns du burn-out dont je te parlais. Et donc, je prends une décision, c'est de faire une pause. Donc, Mmh. en mars, je reviens en janvier de Bali. En mars, je prends ma pause. Je finis mes 3 mois avec la startup, avec Curtains. Je finis tout ce que j'ai à faire côté IB Academy. Et je prends une pause de mars à septembre. Et en fait, pendant cette pause, je garde l'influence quand même. Mais voilà, je fais rien d'autre que m'occuper de ma famille, de moi, avec l'influence qui, bon, ça prenait quand même mes journées, mais voilà, je sais pas, je me Mmh. sentais jusque-là, l'influence, c'était resté une passion, même si c'était Mmh. enfin, une source de revenus. Donc, je sais pas, c'était pas lourd mentalement. Ouais, et alors comment tu vis cette pause pour quelqu'un qui a, bah, juxtaposé beaucoup d'activités pendant longtemps? En fait, au début, je l'assume pas. Mmh. J'assume pas et j'essaye de tout, genre, du coup, j'essaye de faire tout le reste parfaitement. La maison, les courses, les menus, le truc. Tu remplis le Euh, vide, en fait. mais en fait, je me dis, il faut que je crée de la valeur autrement, parce que jusque-là, je pensais que je Mmh. pouvais créer de la valeur que par le travail. Donc là, je me dis, non, tu peux créer de la valeur autrement. Donc déjà, c'est une première step. Mais j'essaye de créer de la valeur au mieux que je peux. Puis, mais bon, c'était des fluctuations, c'est-à-dire qu'il y a des moments, je disais, non, it's okay et tout. Hem, mais je vis bien, en fait. J'étais pas stressée. Je découvre ce que c'est que de vivre sans stress, franchement. Je découvre que la plus grande source de stress de ma vie, c'est le travail. Et Mmh. pourtant, je ne suis ni stressée ni anxieuse. Je Mmh. je suis quelqu'un de chill. Donc je n'ai pas des boules au ventre et cetera. L'état de stress que et c'est bien, c'est pas forcément du mauvais stress, hein. Le stress, c'est aussi positif. Mais en tous les cas, je découvre une vie où il y a pas d'urgence. Voilà. Mmh. Et ça, c'est ouf quand même comme sensation. Genre, j'ai adoré. Mais au bout d'un moment, ça y est, genre j'étais bien, j'étais rechargée et cetera. Ouais. Mais j'avais pas ma réponse. C'est-à-dire que j'ai fait cette Mmh. pause pour avoir des réponses Mmh. et j'avais une réponse, c'est que je voulais plus faire IB Academy. À chaque fois que j'y pensais, j'étais drainée physiquement. C'est un moment aussi, j'apprenais à m'écouter, à comprendre comment je fonctionnais. Ça m'excitait pas du tout et donc je me suis dit: «Bah, ça y est, genre, je vais juste arrêter». Mon mari au début me Écouter disait: ça, ouais. «On jette pas un truc qui marche». Oui, on jette pas un truc qui marche, c'est vrai, mais flemme. Call it whatever you wanna call it, j'avais pas l'énergie de le faire et je trouvais encore une fois que c'était trop dispersé de ce que je faisais. Je me disais: «Bon, en fait, tu as créé une super communauté». Ces dernières années, ça s'est beaucoup fédéré autour du bien-être, donc pour je le projet que je crée, je veux qu'il soit autour de ça. Ça veut dire aujourd'hui, la santé, c'est quelque chose que j'ai mis au centre de ma vie. Mmh. Je crois foncièrement, à une approche holistique de la vie et donc j'ai envie en fait de de d'aller sur ça.
Donc c'est là où m'est venue l'idée du Glow Squad. Mais au début, j'étais encore en train de partir sur un truc, infopreneur, vas-y, petite cohorte, petit truc, petit PDF. Et après, je me suis dit: «Non, en fait, if you're gonna do this, then you're gonna do it big». J'avais quelques économies de côté, j'ai investi sur la tech notamment. Alors, bien sûr qu'on n'est pas sur, encore sur des grosses apps, mais quand même, c'était un investissement. Et et voilà, je voulais vraiment créer un projet long terme qui puisse, à long terme, je parle, fonctionner sans moi, sans ma présence, hem et qui puisse, voilà, marcher même si je décide de faire une pause. Mmh. Donc là, de basculer vers un modèle plus start-up, concrètement. Mmh mh. Mmh. Et alors pourquoi, ce sujet et ce projet te tient à cœur? Ça me tient à cœur parce que ça a changé ma vie et que, aujourd'hui, on nous demande, heu, à nous les femmes, soit, d'être excellente partout, soit de faire des sacrifices. Et je suis vraiment, contre cette dimension sacrificielle. C'est-à-dire que, quand je suis devenue maman, moi je pensais que, être une bonne enfin, ton le fait d'être une bonne maman se sacrifiait au nombre enfin se mesurer au nombre de sacrifices que tu faisais. Parce que c'est ce qu'on veut Mmh mh. nous Mmh montrer. mh. Ou en tout cas, c'est ce qui se reproduit de façon peut-être inconsciente. Parce que je dis ça parce que c'est les femmes qui sont les plus, virulentes entre elles. En tout cas, moi, c'est ce Mmh. que j'ai pu voir, c'est ce que j'ai pu vivre, c'est ce que j'ai pu observer. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que tu vas faire un sacrifice, tu vas avoir une personne en face de toi qui le fait pas, ça va te renvoyer au sacrifice que tu as fait et que tu ne voulais pas faire. Donc la façon la plus simple, ben, de te rassurer, c'est de rabaisser la personne en face. Mmh. C'est un mécanisme de défense, très basique en psychologie. Donc Mmh. du coup, ben, on a tous eu ce genre de trigger. Tu vas aller au travail, tu vas voir une maman qui est restée toute la journée chez elle en train d'allaiter. Toi, tu as fait des choix différents. Si tu es pas en paix avec ces choix, ça va te trigger. Tu vas te dire: mais Mmh. quoi? Ça veut dire quoi? Za'ama si je fais pas ça, je suis moins bien qu'elle». Mais en fait non, c'est juste qu'il y a autant de mamans, que de façons d'être maman et qu'on devrait juste nous foutre la paix et se foutre la paix entre nous. Hem, donc heu, donc ouais, j'ai envie de dire j'avais envie de dire à ces mamans qui traversent probablement la même chose que moi, busy schedules, a lot of ambitions, of dreams, que it's okay en fait to do them et que mettre la santé au centre de ta vie, c'est pas un sacrifice. Ça veut dire que tu vas Mmh. pas sacrifier tes enfants pour ça. C'est quelque chose qui peut, devenir, tellement central que c'est ton quotidien. Et ça passe par des changements, c'est vrai, mais c'est des petites actions du quotidien sur plusieurs choses, sur ton mindset, sur ta façon de manger, sur ta façon de bouger, sur ta façon de voir tout ça. C'est-à-dire, sur ta perception de la temporalité. C'est pas tu vas faire un régime, c'est tu vas changer tes habitudes de consommation et de nutrition sur du long terme, avec une temporalité qui n'est pas obligée d'être arrêtée. Donc c'est toutes ces choses qui m'ont poussée à faire ça et puis quand ça a commencé et que je voyais l'impact sur les filles, alors là, je me suis dit: «Mais waouh, ça marche quoi». Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, tu vois, à voir les choses autrement, c'est déjà incroyable. Tu as ça, tu as aussi un autre volet qui est la victimisation. Je trouve que c'est aussi beaucoup, quelque chose de symptomatique. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, c'est la dérive limite de tout ce qui est développement personnel, c'est: «Oui, mais you need empathy». Bien sûr, mais l'empathie, ça veut pas dire pleurer sur son sort toute la journée. Ça veut dire acknowledge que tu peux passer par un moment difficile, mais acknowledge as well que tu as le pouvoir de changer ça. Pas parce que Mmh. tu passes par un moment difficile que c'est quelque chose de fatal et que le sort s'abat sur toi. Et donc en fait, c'est plein de petites choses comme ça que j'avais envie de transmettre. Heu et la dernière chose, c'était aussi d'arrêter de polariser et de faire la jonction entre plusieurs notions. C'est-à-dire que tu peux être dans l'action, et dans la pleine présence. Tu peux être empathique et reprendre le contrôle de ta vie. Tu peux être dans le lâcher prise et mettre ton énergie dans ce que tu peux contrôler. C'est pas l'un ou l'autre comme on a envie de nous dire aujourd'hui et d'ailleurs en pratique, ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc il faut
je pense, arrêter avec les idéologies et les dogmes qui sur le papier sont très beaux, mais sur le plan, on va dire, de la pratique, ne sont pas du tout pour moi ben, réalistes. Et je Mmh. pense que c'est ça qui me tenait à cœur, c'est de montrer aussi une vision qui était un petit peu différente de ce qu'on pouvait entendre ou de ce qu'on pouvait se voir proposer. Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur quand tu as commencé, Bah The Glow oui, Squad? bien sûr que je l'ai eu parce que bah, je suis pas coach et moi qui suis très je n'étais pas coach, moi qui suis très attachée, au c'est-à-dire que moi, je ne vais pas du tout prêter attention aux certifications ou aux diplômes de quelqu'un quand je vais aller voir. C'est-à-dire que moi, ma les personnes que j'ai consultées dans les domaines que j'ai consultés, je les ai consultés pour ce qu'ils incarnent et pour, la vision qu'ils ont qui me convenait. Mmh. Mais en revanche, les enfin, j'y suis attachée, donc je me disais: «Pour être légitime, à coacher, je dois me certifier et vu que je le suis pas encore, je dois m'entourer». Donc les premières saisons du Glow Squad, donc les 6 premiers mois, j'avais des spécialistes avec moi, côté mindset, côté nutrition, côté sport. Alors bien sûr, je coachais aussi, mais pas autant que maintenant, dans le sens où Mmh. je me sentais pas assez légitime pour le faire autant que maintenant. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me certifier, heu, dans un domaine, enfin qui rassemble un petit peu tout ce que je viens de te dire. C'est integrative health, donc c'est une approche, intégrative de la santé qui va recouper plusieurs domaines. Donc tout ce qui est, on va dire primary food, c'est tout ce qui est, spiritualité, environnement, relations, à soi, aux autres, home cooking, enfin bref, tous les aspects de ta vie. C'est la primary food, ils appellent ça. Et secondary food, which is on your plate. Donc nutrition, au sens basico-basique. C'était super intéressant parce que j'ai pu aussi, ben, étudier tout ce qu'il y a autour du système immunitaire, du microbiote, du rapport de tout ça avec la nutrition, avec le système nerveux. Et moi, je crois profondément en ça. Alors certes, c'est pas une approche scientifique au sens occidental du terme, hem, but still, il y a beaucoup d'études, hein, qui démontrent tout ce qu'on a étudié, beaucoup de médecins qui ont intervenu, hem, pendant voilà le cycle d'études que j'ai fait. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est l'approche que je qui je pense complète l'approche scientifique. Et encore une fois, on veut Mmh. opposer les 2, mais moi je trouve que ça se complète, super bien et de plus en plus de médecins d'ailleurs se forment à ça pour faire la jonction entre les 2. Est-ce que ta certification t'apporte, tu vois, la peut-être pas la confiance, mais l'assise, dont tu avais besoin pour devenir vraiment, bah, full, coach aussi de des squads? Bah, sincèrement, je pensais que ça allait, genre, waouh, me changer mon perception de la chose. En fait, non. C'est vrai que je suis rassurée dans le sens où, voilà, je me sens plus légitime, mais l'assise, je l'ai du fait d'incarner ce que je vends. C'est-à-dire que, honnêtement, je me suis rendu compte que énormément de personnes avaient les connaissances, peut-être même beaucoup plus de connaissances que moi. Mais elles n'incarnent pas ce qu'elles vendent. C'est-à-dire que si je te vends une transformation, je dois moi-même être passée par cette transformation. Si je veux être légitime à te dire, «Ne bois pas de café à jeun», je dois pas boire mon café à jeun. Enfin, moi, je suis très exigeante avec moi-même et avec, pour le coup, les gens et les professionnels que je vais voir en ce sens. C'est-à-dire, si tu es un coach perte de poids, ben, désolé, mais tu dois me le montrer physiquement. C'est pas Mmh. que je suis focus sur le physique, c'est que tu me vends une perte de poids. Donc tu peux pas me vendre une perte de poids si tu es en surpoids. Pour moi, mmh, pour moi, INSA, je parle personnellement, c'est Mmh. important Ouais, pour tu moi. tu n'incarnes pas la transformation que tu vends. Si tu n'incarnes pas la transformation que tu vends, peut-être que tu as des super connaissances pour, le faire, mais I need to be inspired en fait. I need to see that it worked. Mmh. Moi, je ne vends pas de transformation perte de poids. Moi, je vends Mmh. un glow up programme, d'accord? Et Ouais. donc la transformation, ce n'est qu'une infime partie, mais je n'estime même pas que ma transformation physique est incroyable. Elle est ce qu'elle est, mais c'est pas ce que je vends. Ce que je vends, c'est vraiment un glow up 360 et c'est ce que j'essaye d'incarner. Et dans ce que j'essaie d'incarner, j'essaie aussi d'incarner que ce process n'est pas linéaire et c'est pour ça que je n'ai aucun mal à montrer, mon chemin, mes faiblesses. Je suis aujourd'hui coach et je pourrais n'avoir recours, entre guillemets, «à personne».
C'est ce que beaucoup de coachs vont te dire. Mais c'est faux. C'est faux parce que tu veux toujours progresser, tu veux toujours apprendre, tu veux toujours aller délier des nouvelles choses. Et c'est pour moi un bon coach, c'est quelqu'un qui continue de travailler sur soi. Mmh. Donc aujourd'hui, j'ai un coach de sport, j'ai une coach mentale. Et the work is not linear and it's okay. C'est aussi ça que je veux montrer. C'est que you don't need to always be perfect. You just Ouais, need to c'est un progress. mindset et c'est une manière presque de fonctionner, en fait, et de Exactement. vivre ta vie. Je voulais qu'on parle aussi de ton métier de créatrice de contenu. Quel est ton rapport à ce métier aujourd'hui? Alors, grande question. Alors déjà, je me suis pas genre, je pense je fais partie quand même des gens, des générations qui savaient pas que ce truc, ça allait devenir un métier. Donc, j'ai commencé, par partager sur mon blog. Ensuite, il y a eu un page Facebook et puis il y a eu Insta, et à la base, j'utilisais Instagram et Facebook comme outil pour promouvoir mes articles de blog. Donc c'est parti de ça. J'adore aujourd'hui, bon, avec toute l'évolution que ça a connue, j'adore la partie création de contenu. J'adore raconter des histoires. Ça me reconnecte à tout l'aspect, écriture, qui est ma première passion. D'ailleurs, mon vrai rêve, c'est d'écrire un livre un jour. Mais voilà, ça me reconnecte à ça, le fait d'imager l'histoire, de scripter, de de raconter, de trouver les bonnes images, de filmer les bonnes images, de penser au bon séquencement. Cette partie, je l'adore. D'ailleurs, je la sous-traite pas du tout, même si je pourrais, peut-être que je devrais parce que ça prend un temps ouf, mais j'ai besoin de tout faire, moi-même sur cette partie-là. Donc il y a cet aspect-là que j'adore. Il y a l'aspect d'échange, de communauté que je trouve incroyable et franchement impressionnant. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, hier, j'étais à un spectacle de comedy club, enfin de comédie de Bassem. Et je m'assois et il y a une, personne qui me dit: «Oh, je viens de te suivre il y a 2 jours sur les réseaux» et on a du mal à se rendre compte, mais c'est vraiment enfin, je trouve ça ouf, cet aspect de communauté. Après, en général, sur les réseaux sociaux, j'ai un sentiment qui est un peu mitigé. C'est-à-dire que j'adore les réseaux sociaux, moi, à titre personnel, parce que je sais les consommer. C'est-à-dire que ça me fait pas de justement, ça revient au travail sur soi. Moi, quand je vois quelqu'un de heureux sur les réseaux ou ça me fait vraiment trop plaisir pour lui. J'ai pas une tendance à me comparer ou à me dire: «Putain, vraiment ma vie, désolée pour le gros mot, oh là là, ma vie c'est n'importe quoi». J'ai pas cette tendance-là. Donc Mmh. au début, je comprenais pas quand mes copines me disaient: «Moi, j'arrête Insta, franchement, je peux pas, ça fait que à me renvoyer à quel point» et je me disais: «Oui, mais bon meuf, enfin, au bout d'un moment, work on yourself». Ce qui est vrai, ça l'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense que peut-être quand tu es ado, surtout quand tu es jeune, que tu es confronté à certaines vies, que tu penses que créer un que quand ton rêve, c'est de devenir créateur de contenu, je sais pas, en fait, il y a une dimension un peu toxique, je dirais, des réseaux sociaux avec laquelle je suis pas à l'aise et même dans mon métier, la dimension avec laquelle je suis pas à l'aise, c'est que c'est un métier d'image, où ton succès dépend de ce que les gens pensent de toi, en fait, quoi que l'on puisse dire Mmh. et donc la raison pour laquelle j'ai toujours décidé de pas en faire mon métier principal, c'est que je n'avais pas envie que ma vie devienne conditionnée par les réseaux sociaux parce que c'est ce qui se passe, en fait, petit à petit. C'est-à-dire que quand je courais, tout le monde a voulu voir en moi, la next athlète amateur qui va enchaîner les courses et je l'ai senti. Je l'ai Mmh. senti parce que ça se retranscrivait dans les opportunités que j'avais, dans les discours que les gens de la communauté running me tenaient, hem et j'ai pas voulu aller dans cette case-là parce que je me suis dit: C'est pas moi. Moi, j'ai pas envie de commencer à faire des marathons juste parce que j'ai envie d'avoir des likes». Et en fait, c'est ce qui se Parce que passe tu es parfois. dans cette niche-là, quoi. Mmh. Voilà, parce que tu dois être aujourd'hui dans une niche. Donc tu Mmh. te dis: «Je vais faire tout ce qu'il faut pour rester dans la niche». Mais en fait, je ne suis pas une niche, je suis une personne. Je peux être la gym girl, la pilates girl, la runneuse. Est-ce que ça me porte préjudice sur les réseaux? Probablement, parce que c'est beaucoup plus simple de grandir dans une niche. Mais Mmh. est-ce que pour autant j'ai envie de «sacrifier» entre guillemets ma vie? Non, tu Mmh. vois? Est-ce que quand je suis en voyage, j'ai envie de penser tous les jours à tous mes outfits, à au au programme en fonction du vlog que je vais créer pour que ça raconte une belle histoire? Non. Mais en fait, c'est toutes ces petites choses dont les gens se rendent pas compte et Mmh. même toi, tu commences à le faire sans t'en rendre compte. Genre tu te dis: Mmh. «Bon, je vais porter ça, parce que ça va être ma story de la journée, donc
ma story va être focus sur ça, et cetera. Et en fait, c'est un choix de vie et ça fait partie du métier. C'est-à-dire que quand ça devient ton métier, ben, c'est comme ça. Mais tu peux décider aussi que ce soit ton truc on the side. In real, ça reste quand même plus relatable parce que tu as des journées qui ressemblent plus aux journées des gens des gens, et cetera. Et après, c'est vrai que tu progresses peut-être moins vite, que tu gagnes peut-être moins vite en abonnés, et cetera. Mais en tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, je parle bien dans le monde d'aujourd'hui, je parle pas des gens qui ont percé il y a longtemps. C'est très dur de percer sans avoir une niche. Moi, j'ai encore une fois de la chance parce que je fais partie des plus anciens, mais si tu veux aujourd'hui percer, you need a niche et la Mmh. niche t'enferme en fait et te conditionne quelque part. Mmh. Donc voilà, j'ai un sentiment mixte et puis pour mes enfants, j'essaie de les protéger au maximum. C'est-à-dire que mon fils, il sait toujours pas ce que c'est qu'Insta, il sait pas que je suis sur les réseaux, mais j'ai l'impression que ça lui plaît bien. Genre il me dit souvent: «Viens, on prend des vidéos et tout». Je dis: «OK», pour le fun, quoi. Mais un jour, il m'a sorti, je lui dis: «Qu'est-ce que tu veux que ce soit quoi ton métier?» Il m'a dit: «Je veux être astronaute et youtubeur». Sachant qu'il ne regarde pas, enfin, il a pas le droit à tout ça. En fait, c'est bizarre venant d'une créatrice de contenu, mais j'ai pas aimé sa réponse. Donc ça me fait aussi poser des questions sur moi. Est-ce que j'ai envie de continuer beaucoup dans ça ou pas? Enfin, c'est plein de choses que tu te poses comme question. Je n'ai aucun problème à ce qu'il devienne youtubeur, mais pour moi, ça se fait en parallèle. Mentalement, le métier de créateur de contenu, pour ta santé mentale, il est très dur. C'est-à-dire que moi, je les vois, même les Léna Situation, les Squeezie, prenant les grands, grands youtubeurs français qui ont grandi sous le feu des projecteurs, mais quand je vois les flux de pressing, de critiques parfois, je me dis: «Mais Mmh. waouh, tu une fille, tu as 22 ans, tu vis ta meilleure vie, tu vis ton rêve et tu te prends une flopée de critiques de gens frustrés littéralement parce que tu réussis. Man, c'est dur, quoi. Moi, j'ai 33 ans, je m'en fous. J'ai Mmh. fait ma vie. Mais quand tu es jeune, c'est si dur que je sais pas si j'ai envie que mon fils, en fait, ou ma fille subisse ça, tu vois? Comment est-ce que toi, tu vis le regard des autres? Moi, je m'en fous, franchement. C'est c'est la vérité. D'ailleurs, je pense que sinon je me serais pas exposée sur les réseaux. Moi, quand j'étais sur les réseaux, les premières années, mes potes, ils se foutaient de ma gueule, mais je m'en foutais. Enfin, ils se foutaient de ma gueule, ils me charriaient, quoi. Quelques années plus Mmh. tard, ils me demandent de leur faire de la pub. On en Ouais, ouais. rigole. Mais je veux dire, heu, j'y accorde pas vraiment de l'importance. Si j'y accordais de l'importance, j'aurais pas mon je pense que j'aurais un contenu quand même différent. Par contre, ce qui me touche, c'est quand on me voit pas comme je suis, justement. Enfin, c'est ce qui me touchait. Maintenant, je m'en fous parce que chacun te voit avec, son regard, en fait. Chacun voit ce qu'il veut voir. Mais ça me touche. Ça me touche ou ça va me toucher aussi quand on va plutôt, critiquer ma famille ou des choses comme ça ou ma mère ou mes enfants. Ça me touche. Mais moi, je m'en fous. Fais-toi plaisir. J'avais envie de parler aussi, d'autre chose. Tu fais partie, en tout cas, des créatrices de contenu que je connais qui ont pris, des positions claires ces derniers mois et je pense notamment au boycott. Tu as arrêté, voilà, certains contrats. Comment est-ce que tu vis, le fait de concilier dans ce métier, un travail qui repose sur les marques, les collaborations et en même temps le fait d'honorer tes convictions personnelles? Franchement, je le vis très bien dans le sens où, pour moi, le plus important, c'est de rester alignée. J'ai pas de mal à dire, «Je refuse ce contrat parce que je boycotte». Je trouve que c'est important de le dire, pas juste de le faire. Même si potentiellement tu te mets à dos l'agence. Mais, je trouve ça important parce que c'est ça qui a de l'impact. C'est que ça remonte, c'est qu'ils disent X, Y, Z ont boycotté. Parfois tu es démotivé aussi, hein, parfois tu te sens seul, parfois tu te dis: «Est-ce que j'ai raison de faire ça? C'est quand même un gros contrat» et cetera. Heu, mais bon, comme on dit chez nous, tu dis: «Aoudu billahi minash shaitani rajim» et tu continues. Non, je le vis bien, Mmh. je le vis bien. Je le vis bien, mais je le vis aussi bien, comme je te dis, parce que c'est pas mon métier à plein temps. En fait, j'ai toujours, besoin de garder les pieds sur terre et un pied dans le monde réel et voilà, moi, le monde de l'influence en tant que tel, c'est-à-dire les soirées, les RP, tout ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc c'est quelque chose qui est très énergivore pour moi. Je fais très peu d'events, même quand ils sont trop sympas. Genre la semaine dernière, j'en avais 2 qui allaient être géniaux. J'ai fini par pas les faire parce que je le sentais pas et en fait, j'ai pas envie de me forcer. C'est-à-dire que c'est un Mmh. métier où comme tous les métiers, tu dois te forcer à faire des choses. Il y a pas tout que tu fais à 100%. Mais moi, c'est un métier, c'est le métier.
ou je n'ai pas envie de me forcer. Voilà. Donc s'il y a Mmh, des choses que j'aime pas, je les prends pas, c'est tout. mmh. Et je fais à ma On a sauce et voilà. Ouais. Pardon. Tu t'écoutes, j'ai l'impression aussi. Sur ce sujet-là, oui, parce que je pense que et le fait d'avoir aussi, fréquenté en fait des gens de ce milieu-là beaucoup et de ce milieu-là en mode, voilà, à plus, on va dire, ça m'a pas du tout donné envie. On arrive à la fin de l'interview. Insaf, si tu prenais quelques secondes pour, te reconnecter à la Insaf de Paris, amoureuse de sa vie, qui a ouvert son blog avec passion, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, aujourd'hui? Ben écoute, je dirais, dis well, bravo! Bravo parce que en vrai, bravo d'avoir, cru en toi et et de n'avoir écouté personne. Voilà ce que je lui dirais, sur tous les sujets. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui a envie de se réinventer peut-être? Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui t'écoute aujourd'hui? Ça va sembler un peu bateau, mais je pense vraiment qu'on n'a qu'une vie et que tu peux parfois ça fait peur de prendre des risques, mais en fait le pire des cas, c'est l'échec et l'échec n'est pas fatal. Donc heu, donc voilà, si tu as envie de te relancer, de te réinventer, c'est jamais trop tard. Moi, j'ai toujours l'exemple de ma maman qui a je pense, c'était à 45 ans ou 50 ans, 45 ans je pense plutôt, bref entre 40 et 45, je me souviens plus, qui a décidé de faire ses 2 ans d'études de coach, psychothérapeute, parce que c'est des sujets qui l'ont toujours passionnée, qui n'ont absolument rien à voir avec sa formation de base. Hem et donc voilà, je pense qu'il y a pas d'âge en fait, pour, se réinventer. C'est certes plus difficile à certains âges que certains autres, mais à certains âges, tu as la liberté financière aussi donc enjoy it et au Mmh, pire, il y aura chaque toujours chapitre un vient avec ses avantages. exactement, c'est ça, c'est ce que je veux c'est ça aussi le message, voilà. Est-ce que toi, tu visualises, d'autres réinventions à venir pour toi? Moi, franchement, autant je suis, très forte à planifier mon day to day, autant je n'ai pas de plan de l'avenir. C'est-à-dire que j'ai je peux pas te dire, je ne peux pas te dire ce que je serai, professionnellement dans 1 an. Donc toutes les questions, genre: «Où tu te vois dans 10 ans?» et tout, no clue et Heu, quelque part, it's fine. ouais. Ah, tu as quand même mentionné ce livre que tu rêves Oui, de d'écrire. Pourquoi c'est important ouais, pour toi? j'adore écrire, j'adore les mots. Heu, Mon prof de français en seconde avait dit à mon papa lors, d'une réunion parents-prof que j'avais une fibre littéraire et c'est quelque chose que mon père me ressort tout le temps, et je crois que c'est ce qui m'a aidée dans des périodes très sombres et très difficiles de ma vie, notamment l'enfance. L'écriture, c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui, et et donc ce serait dommage de pas écrire ce que j'ai envie de dire, quoi. Heu, mais c'est pas encore le moment. Mmh mh. C'est pas encore le moment. OK. Mais Voilà. j'aime bien, dans ce podcast, en tout cas quand l'occasion se présente, et ben, j'invite les auditeurs à hold the image for you, on espère inch'Allah que ça arrivera un jour. Inch'Allah, Inch'Allah, Un grand merci Insaf, pour ce moment. Merci pour ton temps. merci à toi, merci beaucoup. À bientôt. Bye À bye. très vite. Bye bye.